La peinture fait référence à de multiples choses. La préhistoire, les Premières Nations et la vie urbaine. Parce que pour moi, tout ça est un ensemble, une espèce de tout, quelque chose qui se tient, qui est lié. Pour moi, il n'y a pas grand-chose qui a changé en tant qu'être humain. La technologie a changé, mais les hommes n'ont pas changé, ils sont toujours aussi un peu fous, un peu brillants. Mais si l'homme de la préhistoire avait eu la même technologie que nous, j'imagine qu'il ferait sensiblement la même chose que nous aujourd'hui. La vie urbaine, parce qu'il y a les graffitis. Je travaille beaucoup aussi à partir des graffitis, ce qu'on peut retrouver sur les murs de nos grandes villes. Donc, à la préhistoire, on peignait sur les murs. Et aujourd'hui, on travaille sur les murs des grandes villes aussi. Les Premières Nations pour le patrimoine, pour leur respect pour la terre, et ainsi de suite. Donc, c'est à peu près toujours dans ces trois catégories-là que je me situe pour travailler. En fait, je suis un peu multimédium. Acrylique, pastel, crayon, collage, beaucoup de collage aussi. Donc, en gros, c'est ça. Quelquefois, dans le processus de création, il se passe des choses intéressantes parce que les parallèles finissent par se croiser. Et on finit par découvrir des choses intuitivement, instinctivement. Alors, quand je commence un tableau, j'ai pas d'idée préconçue. J'ai juste les thématiques globales dans ma tête. J'y vais comme ça, sans trop me poser de questions. Et ça donne des fois des choses assez particulières ou assez étranges. Ça doit faire entre 40 et 50 ans que je peins, là, intensément. Là. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Mosaïque, content de vous retrouver. Aujourd'hui, vous me trouvez peut-être beau, n'est-ce pas? Mais c'est sûrement pas en raison de mon faciès ni de mes beaux mots, mais bien en raison des toiles qui se trouvent derrière moi. Et ces toiles-là, eh bien, elles sont l'œuvre de l'artiste que nous recevons aujourd'hui, qui s'appelle Richard Caplette. Salut Richard. Bonjour. Merci d'être là. Je vous remercie. Richard, moi j'ai envie d'entrée de jeu, d'entrer dans le cœur du sujet. Vous m'aviez dit récemment que vos toiles, vos œuvres parlaient de société, de la société. Quand on est devant une toile blanche avec ses outils, ses pinceaux et tout, ses couleurs, est-ce qu'on part déjà avec une prémisse, une question de société où on se laisse influencer par l'esprit du moment, par le soleil, par... Comment ça se passe? Comment ça se passe quand Richard est devant une toile? Ça peut se passer avec un peu tout ce que vous venez de dire, mais quand je parle de société, je parle de société dans le sens très large et très global de ce que nous vivons aujourd'hui par rapport aussi à tout ce qu'on a pu vivre dans le passé. C'est-à-dire, la société, pour moi, c'est pas juste maintenant, mais c'est tout ce qu'on a, tout ce qu'on porte en nous, en fait. Parce que vos œuvres parlent de vous, en quelque part. Elles sont influencées par ce que vous avez vécu. Oui, évidemment. Moi, je viens de Chalac de Maisonneuve, donc notre terrain de jeu, c'était les ruelles, avec les cordes à linge, les hangars. Et à ce moment-là, ça peut expliquer un peu le mouvement, c'est-à-dire d'une manière un peu inconsciente, évidemment. Quand on est enfant, on accumule des images, que des fois, ça nous revient dans le présent. Et c'est pour expliquer l'esprit des hangars, des fenêtres, mais il y a aussi le fait que j'allais à l'occasion porter le lunch à mon père, qui était chauffeur d'autobus. C'est un quartier ouvrier, très simple, un peu petit village. Puis vous faisiez le tour de la ville, c'est ça, en autobus? C'est ça. Lui? Alors moi, je me permettais de monter dans l'autobus, d'aller m'asseoir en arrière, et je faisais le circuit au complet. Donc ça me permettait de voir la ville de différentes façons, à différentes heures, et toutes les saisons. Vous étiez en train de nourrir votre imaginaire qui allait vous servir plus tard, finalement, à peindre? D'une certaine manière, oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis comme curieux de savoir, quand on est artiste, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous auriez pu prendre une toile puis peindre des scènes du quotidien. Tu sais, par exemple, des enfants qui jouent au hockey, la corde à linge. On aurait retrouvé vos références
votre imaginaire dans ces toiles-là. Qu'est-ce qui fait qu'on en vient, à un moment donné, à être un peu plus abstrait dans le traitement des... Ça vient naturellement? C'est votre signature? Ça se définit? Ça se peaufine? Comment ça, Bien, disons ça se que au tout début, quand j'ai commencé à peindre, j'ai déjà fait du paysage, des choses comme ça. OK. Et je me suis rendu compte que la caméra était peut-être beaucoup plus intéressante pour capter les images de paysage que de les peindre. Je me disais, pourquoi peindre quelque chose qui est déjà existant? OK. Alors, ce que j'essaie de faire, ou ce que je fais, c'est de rentrer dans l'essence du sens de la toile. Soit au niveau social, des fois c'est au niveau, il y a un peu de politique, il y a un peu de spirituel, et tout ça est ensemble. Parce que sur les tableaux, il y a plusieurs couches. Hein. Comme ce tableau ici, par exemple, il y a peut-être 3 ou 4 tableaux en dessous. Et c'est... Ça, c'est voulu, là. C'est de la façon de faire. C'est comme ça que vous fonctionnez. Non, c'est pas voulu. J'aimerais bien que ce soit fini du premier coup. Du premier coup, mais OK. bon, c'est un peu comme les sédiments qui s'accumulent sur le sol, finalement, qui créent que le sol s'épaissit. Puis c'est en creusant le sol qu'on va redécouvrir les éléments cachés qui s'y trouvent et qui nous expliquent toute l'histoire au niveau archéologique, si tu veux, d'un site. Mais est-ce que c'est le cas de toutes vos toiles, qu'il y a tout le temps 2, 3 couches comme ça? Oui, toutes les toiles sont comme ça. Donc, c'est comme ça que je travaille, parce qu'à un moment donné, en grattant, en frottant, en superposant, je me retrouve à aller chercher ce qui est en dessous du tableau et qui réapparaît, et ce qui donne les effets ou les textures qu'on peut voir maintenant. Je peux vous révéler un petit secret, étant donné qu'on est juste ensemble entre nous. C'est que je me raconte des histoires des fois quand je travaille. Je suis assis, le tableau est devant moi, et là je me dis, y a-t-il quelque chose qui se passe quand je me lève et que je me dirige vers le tableau? Okay? Donc je pars dans des grandes théories au niveau de l'espace, au niveau du temps, et là je me dis, si je me déplace lentement ou plus rapidement, il se passe-tu quelque chose? Et finalement, oui, des fois, il se passe... Écoutez, c'est aléatoire comme ces théories. Mais des fois, il se passe quelque chose parce que je vois apparaître des éléments que là, je vais être porté à développer. OK. Et, à laisser ou à cacher ou à transformer. Oui, c'est ça. Okay. Dépendant comment je me dirige vers le tableau. Donc, vous vous laissez influencer un peu par les pensées qui vous viennent, parce que si vous accélérez le pas, à ce moment-là, il va se passer complètement d'autres choses. C'est un peu comme quand on joue aux cartes. On a le jeu de cartes qu'on a, on laisse le hasard déterminer ça, puis on peut se dire, bien, si je l'avais brassé un coup de plus, il serait arrivé une partie complètement différente. C'est un peu comme ça. Votre toile, elle est très, comment dire, représentative de l'esprit du moment où vous l'avez créé, dans le sens que vous la recommenceriez, ça serait complètement d'autre chose. Naturellement, on peut dire ça de la plupart des artistes. Là, on est dans l'inspiration du moment, mais vous laissez aller vous laissez aller finalement dans le sens. En fait, vous avez raison, je la recommence souvent parce que si je m'aperçois, admettons, que je me dis ce coin-là, il faudrait que je le retravaille, et ainsi de suite, bien, je sais en partant que si je vais retravailler, travailler le reste. Tout le reste va y passer. Mais c'est quand vous savez qu'elle est finie, quand vous la regardez, vous dites, OK, là, parce qu'il me semble qu'on a toujours le... Tu sais, comme celle-ci, par exemple, versus celle-ci, bien, on pourrait l'analyser juste froidement comme ça, qu'on voit, bien, il y a un peu plus de traits dans celle-là. Celle-là, on aurait pu en mettre... Qu'est-ce qui fait que dire, bien là, c'est fini, c'est ça? Bien, il n'y a pas si longtemps, je me suis aperçu finalement que dans l'atelier, on n'est pas seul. Okay? L'artiste est dans son atelier avec la toile. Puis là, c'est une autre histoire que je me raconte. Je suis comme en dialogue avec le tableau. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue qui s'établit entre ce qui est en train de se faire et ce que je fais par rapport à l'œuvre. Et l'œuvre, des fois, me parle quand je suis assis et que je regarde, en me disant, bon, il y a tel endroit qu'il faut travailler, et ainsi de suite. Donc, ce dialogue se poursuit tant et aussi longtemps que l'œuvre n'est pas terminée. Et quand le dialogue est vraiment terminé, que l'histoire est racontée, qu'on n'a plus rien à se dire ou qu'il est rendu assez tard et qu'il faut se quitter, eh bien là, je comprends que le tableau est terminé et c'est à ce moment-là que l'œuvre en question entre en communication avec le public, avec ceux qui vont la regarder, qui, eux, vont faire le même cheminement que moi, c'est-à-dire qu'ils vont arriver avec des interprétations, avec des idées, soit au niveau des couleurs, et ainsi de suite, des choses qu'ils vont trouver étranges, particuliers, qui vont les attirer, et ainsi de suite.
Est-ce que c'est difficile de laisser aller une toile? C'est-à-dire tu sais, vous avez vécu une relation avec cette toile-là, avec votre œuvre. Est-ce qu'on a de la difficulté à la laisser aller, après ça, de la laisser vivre, puis de s'en départir en quelque part, de la vendre, finalement? Ouais. Au début, c'était difficile. Maintenant, je me dis, bon, si j'ai fait la toile, c'est pas pour la garder chez nous, évidemment. Là. Il y a des toiles que je garde. Et pourquoi vous gardez celle-là, précisément? Parce qu'ils ont une histoire particulière ou plus étrange que les autres, et puis... Le dialogue n'est pas terminé. Non, tu dire ça? Ouais, peut-être. Oui, c'est excellent comme réflexion. Le dialogue n'est pas terminé, oui. Et à ce moment-là, je les garde dans l'atelier. Ils ont peut-être une signification plus particulière par rapport à moi. Mais il n'y en a pas beaucoup, là, c'est quand même rare. Mais non, la toile a été faite pour être présentée au public, et puis... est faite pour que le public, s'ils veulent l'acquérir, ils l'acquérissent. Puis est-ce que, tu sais, je vois qu'il y a naturellement, il y a une signature, on voit la signature Richard Caplette, on peut vous reconnaître. Est-ce que vous voulez travailler conjointement vos œuvres? Est-ce qu'ils sont travaillés en série ou chaque œuvre est une œuvre en soi, ou la terminer, vous en commencez une autre? Oui, c'est ça. J'en fais une à la fois. OK. Il n'y a pas de série. Pas de série? Non. La seule série qu'on peut retrouver dans tout l'ensemble des toiles, c'est sur l'idée première de la démarche comme telle. Mais il n'y a pas de tableau en série. Non, 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 non. Est-ce que vous êtes capable, Richard, tu sais, on essaie tout le temps de mettre les œuvres, les artistes dans des espèces de définitions de boîtes. Tu sais, on aime ça, hein? De ranger. On aime ça ranger. Est-ce que vous êtes capable de vous donner un style, de vous nommer votre style? Parce qu'on parle d'art abstrait, mais l'abstraction, pour vous, ça n'existe pas. Non, c'est ça. Je pense que la définition de l'abstraction, c'est justement ça, c'est ce qui n'existe pas. Alors, si le tableau est existant, il n'est plus abstrait. Il est peut-être abstrait avant de le faire, là, quand il est dans notre imaginaire, mais sans savoir exactement ce que ça va donner. Mais une fois qu'il est réalisé, c'est plus abstrait. Là, ça devient concret. Je suis en train de perdre le sens de la question première. Mais je vais vous en poser une autre parce que j'ai peur de la perdre, puis l'entrevue s'achève. Est-ce que vous avez tout le temps su que c'était ça que vous vouliez faire, que vous étiez artiste, ou c'est venu, à un moment donné, suite à, je ne sais pas, une expérience? Une expérience, ben non. J'ai voulu commencer par devenir médecin sans frontières, architecte, et puis finalement, il y a eu l'enseignement des arts plastiques. C'est ça, vous avez enseigné longtemps, vous êtes... La peinture, oui, 30 ans. 30 ans, quand 30 même. ans, oui. Ben, j'avais compris à un moment donné que je ne voulais pas vivre de subventions, et puis je regardais autour de moi, puis c'est comme ça que ça fonctionnait. Et comme j'ai peut-être pas un tempérament fonceur, et ainsi de suite, pour aller chercher Puis je trouve que ça aurait été une vie plus compliquée, plus difficile, en tout cas, pour mon tempérament à moi et pour moi. Donc j'aimais mieux avoir une carrière d'enseignement qui me permet de vivre, et je me disais, je vais être capable de peindre en même temps, parce que c'est quand même pas évident, là, faire une carrière d'artiste puis d'enseignant en même temps. C'est beaucoup d'énergie, et j'ai réussi à le faire. Et la peinture est venue, disons, au début du secondaire, là, par hasard, comme ça. J'ai un petit tempérament solitaire, donc dans le sous-sol chez nous, je m'amusais avec des choses, la couleur, et ainsi de suite. Et puis la première œuvre que j'avais apportée à l'école, l'enseignant l'avait achetée 5 $. Donc je me suis dit, ça y est. Ça y est, c'est ouvert à moi. Je suis reconnu, alors. Wow, non, mais c'est... Richard, dans le cours de votre cheminement, vous êtes allé à l'UQAM en art visuel. Je sais qu'il y a un prof qui vous a grandement influencé, M. de Tonnencourt. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial, ce prof-là? Bien, Jacques de Tonnencourt, c'est un artiste de réputation, là. Mais c'était quelqu'un de très simple. Et ce qui était particulier avec lui, c'était qu'on était assis, quand il passait, l'étudiant, on était assis devant le tableau. Il regardait toujours le tableau, mais il ne nous parlait jamais du tableau. Alors, il nous parlait de l'histoire, d'archéologie, de spiritualité, il nous parlait d'histoire de l'art. Et ça m'a pris un certain temps avant de comprendre que tout ce qu'il nous disait, me disait en tout cas, ça rejoignait l'œuvre en question. J'imagine qu'il parlait de d'autres choses avec d'autres étudiants, mais en ce qui me concerne, quand il me parlait,
et que je comprenais, j'avais hâte qu'ils me parlent du tableau, hein, qu'ils me disent « Ah, ça va bien, peut-être, peut-être. » Mais ils n'en parlaient jamais. Alors, c'était frustrant au début, jusqu'à temps que je comprenne que finalement, il était en train de m'amener dans le sens, c'est-à-dire non pas juste l'image, mais le sens de l'art. L'interprétation qu'on en fait de l'œuvre. Il y a une petite anecdote là, comme ça, dans une évaluation. On était assis, toutes les œuvres étaient là. Et puis, il me dit, bon, il disait rien. Et puis, j'ai dit, puis, qu'est-ce que vous pensez au niveau de l'évaluation? Il dit, t'aimerais ça, hein, que je te donne des petites tapes dans le dos, puis que ça va bien, puis tout est beau, mon Richard, puis il continue comme ça. Il dit, non, je te dirai rien. Il dit, là, tu vas tout ramasser, et je te donnerai même pas ton évaluation ici, tu la verras plus tard. Tu vas tout ramasser, tu vas t'en aller chez vous. À la prochaine session, je ne veux pas te voir ici. Tu vas peindre chez vous, tu vas tout faire ça chez vous, et quand tu auras terminé à la fin de la session, tu rapportes ça à l'université. Il dit, tu vas apprendre ce que c'est que de travailler dans un atelier tout seul, à quelle heure on se lève, quand est-ce qu'on travaille, quand est-ce qu'on ne travaille pas, le jugement critique seul devant les tableaux, et ainsi de suite. Il dit, vous êtes bien ici, toute la gang, là, les 25, vous amusez, vous êtes bien. Il avait fait ça avec tous les élèves, juste vous? Oui. Ouais. Donc, ça avait été dur au début, mais j'avais produit une vingtaine de tableaux, finalement. Êtes-vous devenu ce qui vous êtes devenu en raison un peu de cet homme-là, de ce moment-là, peut-être? Bien, il y a Jacques de Tonnancour, évidemment, qui a occupé une très grande place là, au niveau du sens de l'art comme tel. Oui, ça, je pense que oui. Est-ce que cet homme-là, vous pensez, aujourd'hui, avec le recul, qui vous a plus influencé comme artiste ou comme prof? Comme artiste avant tout, et peut-être, j'y avais pas pensé, peut-être oui, d'une certaine manière, comme enseignant. Oui. Avez-vous déjà dit à vos élèves, là, vous allez passer la prochaine session dans un atelier, vous allez produire des œuvres? Non, je pense qu'elle n'a pas fait grand-chose. Non, ça dépend des âges, hein? Oui, secondaire 2, là. Ah, secondaire 2. Okay. Oui, c'est ça. OK. Non, il fallait être tout là. Ouais. Tout là et dans la discipline. Oui. Ouais. Richard, en terminant, là, je passerai ma journée avec vous. En terminant, si les gens veulent découvrir un peu votre univers, on peut aller à quel endroit? Sur le web? Bonne question. Vous pouvez toujours la voir sur Google, Richard Caplette. Parce que je sais que vous paraissez puis que vous avez une œuvre florissante, donc on peut aller voir ça là. Oui. Parce que comme je ne suis pas très familier, c'est ma femme qui s'occupe surtout des... Ah, donc il faut parler à votre femme. Oui, c'est ça. On peut appeler votre femme. Oui. Mais si vous allez sur Google, recherchez Richard Caplette, vous allez trouver un paquet de choses. Richard produit, Madame diffuse. C'est ça. C'est ça. Richard, merci infiniment. Ça a été vraiment une belle rencontre. Merci beaucoup. Puis vraiment, bravo. Ce sont des toiles magnifiques. Tant qu'à vous, on se retrouve dans quelques instants. Restez là. De retour à l'émission Mosaïque où nous sommes encore à la Maison Félix et c'est pour une bonne raison puisqu'on rencontre Chloé Martil qui est chef division culture et vie communautaire à la ville de Vaudreuil-Dorion. Bonjour Chloé. Bonjour Patrick. Chloé, on te reçoit ici parce qu'il faut comprendre que la Maison Félix, c'est un des points de culture de la ville de Vaudreuil-Dorion. Oui, tout à fait. Et tu vas venir nous parler justement de ce point de culture-là, des activités à venir. On est en février, puis l'hiver, il se passe quelque chose ici. Oui, nous, on repart avec la programmation de la messe ici pour l'hiver et le printemps. Donc, on a lancé un appel de projet. Je vous en avais parlé là, dans une dernière pour les artistes émission. en Exactement, résidence. Pour des dépôts de projets pour des artistes en résidence. Est-ce qu'il y en a eu? Écoute, on est tellement contents, on a eu tellement de beaux projets, c'était difficile, c'était un beau défi pour le comité de sélection de justement choisir nos artistes en résidence pour l'année 2019. Puis là, on arrive vraiment avec une belle programmation qui va débuter justement. Donc, ça, c'est en février. En mars, oui. Est-ce qu'on sait qui va être ici? Bien, en fait, là, je vais tout les nommer là, comme ça. On va en vrac. Parfait, donc, parfait. on a Francine Vernac qui va venir au mois d'avril. On a Diane Collet également. On a Cécile Kyriakos qui termine aussi en mai avec nous en résidence. On revient avec nos jams au salon. Donc, encore là, on a des belles, vraiment des belles trouvailles cette année, des spectacles intimes vraiment intéressants. Ça se passe toujours ici dans même. le salon. Ça se passe toujours. Donc, c'est très intime. Exactement. C'est sûr que nous, c'est une expérience de proximité qu'on voulait faire vivre aux gens. Donc, 25-30 personnes maximum. Puis c'est ça qui crée justement cette expérience-là qui est si particulière puis si typique à la Maison Félix. Un peu dans l'esprit de Félix qui recevait ces gens. On l'a déjà dit, mais on va le répéter. C'est Quand la Félix même recevait chose. ces gens ici, c'est un Félix, peu ça l'idée. C'est ça. Il invitait ses amis artistes ici au salon. Ils passaient leur journée à réinventer le monde, à faire de la création, tout ça. Nous, on a dit on veut faire la même chose. Donc, on invite les gens dans le salon avec un artiste, tout en simplicité.
Puis c'est là que les échanges naissent puis qu'on peut vraiment vivre la culture là, de proximité. Ça se passe quand, ça, Chloé, ces jams-là? En fait, comment ça fonctionne, la programmation de la messe, c'est que tous les vendredis soirs, il y a une activité, dans le fond, au salon ici. Okay. C'est que le premier vendredi de chaque mois, on est en soirée rencontre. On a ouvert la saison, entre autres, avec le documentaire La Bodette. Donc, on a ouvert la saison avec ça. Donc, on est vraiment... Des fois, on a déjà rencontré Francine Ruel, Florence K. Donc, ça se passe ici. On est en échange, entrevue, petite prestation, donc tout en intimité. Le deuxième vendredi de chaque mois, c'est les jams au salon. Donc là, c'est vraiment de la performance musicale de toutes sortes d'horizons. Troisième vendredi, on est en soirée de conte, donc performance de conteur. Et quatrième vendredi de chaque mois, c'est vraiment des soirées théâtre. Donc, c'est sûr, vous allez me dire, c'est petit pour maintenir du théâtre, mais c'est extraordinaire. Les troupes viennent avec des décors réduits. Des fois, c'est des mises en lecture, en fait, des petites scénettes. On a pratiquement l'impression de faire partie de la pièce. Ah oui, c'est tellement interactif, là. Non, c'est incroyable comme expérience. Donc, on s'en ira pas, là, cet hiver, ce printemps à la maison. Vraiment pas. Chloé, là, je sors. Je peux-tu sortir de la maison quelques secondes? Ben oui. J'ai entendu dire, moi, entre les branches, qu'il y avait un super projet à la ville de Vaudreuil-Dorion avec la fameuse tour d'eau qu'on pensait qu'elle était remplie de chocolat à une époque, mais avec la fameuse tour d'eau dans le secteur d'Orion. Est-ce que tu es en mesure de nous en parler un petit peu de ce projet-là? Certain. C'est un gros projet. Ça fait déjà 2 ans qu'on travaille là-dessus. L'idée, c'était de un peu marquer le territoire, marquer notre paysage avec une œuvre d'art qui serait quand même considérable. Puis en plus, on est tous dans un mouvement à la ville de revitalisation du secteur Harwood. Donc, ça s'inscrivait vraiment tout à fait dans cet angle-là. C'est qu'on a commencé cette année, on a donné le mandat, en fait, à la firme Échappe. C'est une firme en fait, c'est des muralistes. Ils font beaucoup de travail à Montréal, donc pour la ville de Montréal, un peu partout. On peut le voir sur leur site web, il y a des réalisations. Je vous invite à aller voir, c'est incroyable ce qu'ils font. Et là, on a commencé au mois de novembre à faire des consultations publiques, de la co-création avec nos citoyens puis nos artistes. C'est qu'on est allé avec le groupe des shops, on est allé rencontrer les gens, voir qu'est-ce qu'ils verraient sur leur tour d'eau. S'il y aurait à choisir quelque chose, ça serait quoi leur vision de quelle forme pourrait prendre un peu l'œuvre qui va s'y trouver. Et finalement, on va la peindre noire, c'est ça? Bien, c'est ça. Qu'on la bouge. Non, mais c'est fou de voir toutes les idées qui sont ressorties. On est même allé dans des écoles primaires aussi. Ah oui, avec les enfants. Oui, avec les enfants pour voir, eux, là, c'est quoi leur ville? Qu'est-ce qu'ils aimeraient voir là, sur cette tour-là? Qu'est-ce qui représente leur ville? C'était tellement intéressant. Puis ça l'a vraiment nourri les artistes des shops. Parce que c'est les artistes qui repartent. C'est vous qui repartez avec ça pour leur soumettre? Là, les artistes ont assisté à tout ce processus-là. Okay. Donc, ils ont été là avec nous, ils ont fait les consultations avec nous. Donc, eux, ils repartent avec ça. Et là, ils vont bientôt, d'ici quelques jours, nous présenter les maquettes, nous faire des propositions. Donc, et ça, bon, on va procéder à des validations et tout ça. Et la tour d'eau va être vraiment en production. Dans le fond, l'œuvre va être en production avril et mai. Donc, vous allez voir des échafauds monter là, à ce moment-là. Donc, vous allez savoir c'est pourquoi. Et on va en faire l'inauguration parce que cette année, on reçoit le colloque Les Arts et la Ville ici à Vaudreuil-Dorion. Je pense qu'on va te réinviter. Je pense qu'on va en parler. Je pense que ça vaut la peine d'en parler. Ça va être un événement incroyable. Et on va faire l'inauguration de cette œuvre-là dans le cadre des Arts et la Ville, dans une soirée culturelle. Tout le kit. Tout le kit. Chloé, le segment s'achève. Juste en terminant, je sais qu'on est début février, il y a la fête Feu et Flocons qui s'en vient. Oui, le 9 février. Donc, cette année, on a décidé d'y aller dans une thématique plutôt que de miser sur un artiste comme on faisait les années passées. Donc, on est vraiment dans une thématique années 80-90. Donc, où est-ce que la lumière, le fluo va être le Vuarnet va être au rendez-vous. Donc, c'est le groupe Rafi qui va être là. On a encore notre feu d'artifice par la suite, jeux géants, animation ambulante. Donc, c'est vraiment un rendez-vous pour toute la famille. Chloé, merci. On va te réinviter naturellement parce qu'il y a tellement de choses à dire qui s'en viennent et tout. Mais merci d'avoir été là. C'est un plaisir. Tant qu'à vous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Bonne semaine. Salut.